Merci d'écouter la radio nationale. Il est 13h à Bamako, 16h à Doha au Qatar. Brahma Traoré, les titres. Au Qatar, le sommet des pays les moins avancés s'ouvre avec un coup de cœur du secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres dénonce les taux d'intérêt appliqués aux pays pauvres par des pays riches qu'il qualifie de prédateurs. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga participe à ce sommet. Les lampions s'éteignent ce samedi sur la 28e édition du FESPACO avec la remise du Grand Prix de l'étalon de Yenenga. Déjà hier, certains cinéastes ont été récompensés, dont des Maliens. Le début des travaux de modernisation de l'hôpital régional de Tombouctou est imminent. Le but est de permettre à l'établissement d'avoir un plateau technique assez relevé. Les détails à suivre dans cette édition. Sport football, le tableau des demi-finales de la CAN de moins de 20 ans est au complet. La Gambie et la Tunisie rejoignent le Sénégal et le Nigeria. L'actualité sportive porte la signature de Famour Djourti. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition du journal. L'actualité au plan national, c'est la coproduction ORTM-RTG de l'émission Lambitiki. Elle est prévue ce soir au Centre international de conférence de Bamako à partir de 21h autour du thème Mali-Guinée, une histoire des traditions et des valeurs communes. La soirée est parrainée par le président du Conseil national de transition de la Guinée, Dr Dansa Kourouma, et son homologue du Mali, le colonel Maliki Diao. La 28e édition du FESPACO prend fin ce samedi à Ouagadougou. On connaîtra donc le lauréat du prestigieux prix de l'étalon de Yenenga. Déjà hier, certains cinéastes ont été récompensés, dont des Maliens. Notre pays a remporté 3 prix spéciaux. Les récits de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Bemba Sibi et Mfali Sidibé. Le Mali, à l'honneur au FESPACO, s'en sort avec honneur au gala de remise des prix spéciaux qui vient de prendre fin. Les cinéastes maliens ont eu 3 prix. Le prix série TV animation en compétition officielle avec le film d'animation Paya et Koulou de Draman Menta. Le prix spécial de l'Amphi Boubou qui a été remporté par le film Sira sur la route de Fousseini Maïga. Fousseini qui a également reçu une mention spéciale dans la catégorie série TV avec Fanga le pouvoir. Et le prix court-métrage documentaire de l'UEMOA a été remporté par le film Les Cavaliers de Tonga de Mohamed Daifour Diawara. Sur 21 prix et 35 pays représentés, le Mali remporte donc 3 trophées. Le Burkina Faso et le Niger ont marqué cette soirée gala avec 4 prix chacun, avec l'envoyé de Dieu de Aminata Niang du Niger et Sira de Apolline Traoré de Burkina Faso. Apolline qui se positionne en sérieuse prétendante pour l'étalon de Yenenga. C'est l'un des rares réalisateurs présents à 4 FESPACO de suite en compétition officielle long métrage. L'histoire de Sira attire également. Elle porte sur le terrorisme au Sahel vu sous le prisme de la femme. Apolline Traoré sera-t-elle la première femme à remporter l'étalon du Yenenga? Ouagadougou, Bemba Sibi, Fali Sidibé pour l'ORTM. Nous restons hors du Mali. La Côte d'Ivoire rapatrie ses premiers soldats et ressortissants de Tunisie. Un vol affrété par Air Côte d'Ivoire a quitté ce samedi Tunis avec à son bord 145 passagers. Au total, 1100 personnes se sont inscrites pour être rapatriées selon l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Tunisie qui précise que cette opération s'adresse aux Ivoiriens qui souhaitent rentrer de manière volontaire. Le sommet des pays les moins avancés s'est ouvert aujourd'hui à Doha au Qatar, un sommet auquel participe le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. À l'ouverture des travaux, le secrétaire général des Nations Unies a dénoncé les taux d'intérêt appliqués par les pays riches aux pays pauvres qu'il qualifie de prédateurs et l'explosion des prix de l'énergie. Antonio Guterres a demandé aux pays riches une aide de quelques 500 milliards de dollars par an pour aider les pays les plus pauvres de la planète, coincés dans des cercles vicieux qui rendent le développement difficile, sinon impossible selon ses propres termes. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique est arrivé hier à Téhéran, la capitale iranienne. Raphaël Grossi doit s'entretenir avec plusieurs responsables iraniens, dont le président Ibrahim Raïssi. Ce voyage est le premier depuis l'interruption des négociations qui visaient à relancer l'accord sur le nucléaire iranien. L'AEA dit avoir trouvé en Iran des traces d'uranium proches d'un niveau militaire.
Enfin, l'alliance des 6 partis de l'opposition turque s'est fracturée hier sur le choix d'un candidat commun pour la présidentielle du 14 mai prochain. De quoi donner un avantage certain au président sortant Recep Tayyip Erdogan de remporter le scrutin. Le chef de l'État turc a annoncé mercredi dernier maintenir les élections présidentielles et législatives à la date prévue malgré le séisme du 6 février qui a fait plus de 45 000 morts. Retour à l'actualité nationale pour vous parler de cette 22e session du conseil d'administration de l'Agence du développement du Nord du Mali tenue hier à la primature. Environ 2,8 milliards de francs CFA, c'est le budget provisionnel de l'Agence du développement, un budget qui pourrait évoluer en fonction de l'appui des partenaires. Ces informations ont donc été données à la faveur de la 22e session que nous retrouvons Mamadou Fane. Le contexte économique, social, sécuritaire difficile que traverse notre pays a eu un impact sur la mise en œuvre des activités de l'Agence de développement du Nord du Mali. Malgré cette situation, l'agence a tout de même réalisé quelques actions en 2022 et les perspectives pour 2023 s'annoncent prometteuses. C'est ce qui ressort des travaux de la 22e session de son conseil d'administration. Mohamed Ag Mohamoud, directeur général de l'Agence pour le développement du Nord du Mali. Services sociaux de base, notamment par la réalisation d'infrastructures hydrauliques, des petits barrages, des forages, etc. Tout ce qui concerne la maîtrise de l'eau. Le second volet, c'est relatif à la réinsertion socio-économique des jeunes. Nous avons prévu un budget de 2,8 milliards environ, mais c'est un budget qui peut évoluer dès que nous aurions réussi à mobiliser certains partenaires. Mohamed Sida Diko, directeur du cabinet du Premier ministre, président du conseil d'administration de l'Agence pour le développement du Nord du Mali. Face aux résultats obtenus par l'Agence du développement du Nord, nous devrions continuer à l'accompagner pour lui permettre de relever les nombreux défis qui sont également ceux identifiés par le gouvernement, notamment l'accompagnement des populations déplacées des régions du nord du Mali du fait de l'insécurité. À l'issue de cette 22e session, l'Agence pour le développement du Nord du Mali verra ses activités réorganisées et réorientées pour satisfaire les besoins des populations du Nord, tout en facilitant leur réinsertion dans des activités génératrices de revenus. Activités génératrices de revenus à mener dans le respect des lois du pays. Malheureusement, certains se livrent à celles jugées illicites et condamnées comme le braconnage des éléphants du Gourmand. Au Mali, la lutte contre le phénomène s'organise davantage. Des agents des eaux et forêts ainsi que des militaires sont en formation pour mieux maîtriser la législation en la matière. La finalité est de renforcer la capacité nationale en vue de venir à bout de ce braconnage. Agibou Koulibaly nous en parle. Cette formation des agents de la brigade anti-braconnage fait suite à un stage de formation des formateurs initié par l'ONG Wild Foundation en collaboration avec la Direction nationale des eaux et forêts. Lomba Ganame, représentant de l'ONG Wild Foundation. C'est extrêmement important pour nous de constater que tout ce qu'on a fait a été pris avec un plus grand sérieux pour la poursuite de cette activité-là. Elle est capitale. Aujourd'hui, le braconnage, on peut dire que c'est en accalmie. Mais le braconnage, quand ça éclate dans un pays pour une espèce migratrice, il ne faut jamais croiser les mains. Le PNUD s'engage à accompagner les autorités de la transition dans la lutte contre le braconnage. Omar Tamboura, représentant du PNUD. Je crois que ce transfert de compétences vient renforcer notre souci de pérennisation des activités de la brigade. Je crois que le fait de voir aujourd'hui qu'au niveau national, des compétences existent pour que chaque vague, en tout cas, chaque contingent de la brigade puisse être outillé avec les compétences et les capacités qu'il faut pour jouer pleinement la mission qui lui est dévolue. Au cours de cette formation, les participants plancheront sur des modules tels que le cours théorique et pratique de la lutte contre le braconnage, la communication sur des manuels spécifiques et l'organisation spécifique des patrouilles. Colonel-major Abdoulaye Tamboura, directeur national adjoint de la Direction générale des eaux et forêts. Cette formation, elle est d'une importance capitale parce qu'elle consacre l'apprentissage sur la maîtrise des textes. Parce qu'aujourd'hui, dans le contexte international, il faut se référer aux textes si on veut vraiment être avec le braconnage. Parce que vous savez, aujourd'hui, le braconnage, ça profite aux terroristes. Parce que le trafic de l'ivoire contribue en tout cas à alimenter les circuits mafieux.
Donc, si on associe les militaires, on les forme à la législation. Et moi, je crois qu'on est sûr de gagner, en tout cas, le combat contre le braconnage de ces pachydermes, qui aujourd'hui sont un patrimoine mondial, dont le Mali a la charge de la protection. À la fin de la session, la brigade des agents formés seront déployés sur le terrain afin d'enrayer le phénomène de braconnage des éléphants du gourmand. La formation prendra fin le 17 mars prochain. Le programme de renforcement de la résilience des communautés vulnérables à l'insécurité alimentaire veut toucher plus de 144 000 personnes à Baraouli dans la région de Ségou et à Sikasso. Outre l'insécurité, le programme intervient dans la lutte contre la malnutrition et les effets du changement climatique. Les acteurs du programme mis en œuvre par la FAO, les PAM et l'UNICEF sont sur le terrain. Ils évaluent l'impact des activités du programme sur la vie des bénéficiaires. À l'île de Sikasso, Mosokoro Sérémé. Ce sont les localités de Ziembougou, Fachoribougou et Sera-Korotiemorola dans les communes de Pempernon, Sikasso et Kabouila dans le cercle de Sikasso qui ont reçu la visite du programme conjoint UNICEF, FAO et PAM. La délégation veut se faire une idée de l'état d'avancement des activités menées dans le cadre du renforcement de la résilience des communautés affectées par l'insécurité alimentaire, la malnutrition et les effets des changements climatiques. Biraha Gazi Dieudonné, chargé du programme de résilience à la FAO Mali. Le projet a été lancé l'année passée au mois de mai ici à Sikasso. Ce n'est pas nous qui imposons les critères. Par exemple, si on dit que c'était l'activité qu'on va faire, c'est les villageois eux-mêmes qui choisissent les bénéficiaires. On essaie d'amener la population à travailler tous ensemble, en donnant priorité aux populations les plus vulnérables, les plus dans les besoins. Les échanges avec les différents bénéficiaires de ce programme conjoint concernent les appuis aux petits producteurs en intrants et en transfert productif, l'assainissement total piloté par la communauté, la réalisation d'un paquet d'activités intégrées répondant aux besoins alimentaires et nutritionnels des communautés, entre autres. Des activités dont l'impact se fait sentir sur les conditions de vie des populations cibles. Kone Fatmata Kone, membre du groupe de soutien aux activités de nutrition à Sera-Korotiemorola. La vaccination des enfants, la lutte contre la malnutrition et le maintien de la salubrité sont quelques avantages que nous avons tirés de ce programme et nous souhaitons en bénéficier d'autres. Moumine Keita, premier adjoint au maire de la commune rurale de Kabouila. Il y a des gens qui ont besoin de faire la culture, mais ils n'avaient pas le moyen d'avoir les semences ni la qualité. Mais grâce à l'aide des ONG, ils ont pu avoir des semences. C'est une commune très vaste, mais il y a problème d'eau dans certaines localités. Sinon, il n'y a pas de village chez moi ici dans la commune qui ne font pas de jardinage. Le programme conjoint de renforcement de la résilience des communautés vulnérables, UNICEF, FAO et PAM, cible à terme 144 800 bénéficiaires directs, dont près de 14 000 femmes dans les cercles de Baraouli et de Sikasso. Sikasso, Msokoro Sérémé et Amadou Dolo pour l'ORTM. De Sikasso, nous partons à Tombouctou pour vous partager cette bonne nouvelle. Le début des travaux de la modernisation de l'hôpital régional est imminent, ce qui va permettre à l'établissement d'avoir un plateau technique assez relevé et d'offrir des soins de santé de qualité à la population. C'est l'une des grandes annonces issues de la 18e session du conseil d'administration de l'hôpital de la cité des 333 anciens, une correspondance de Najim Baba Sissi. Après l'état de mise en œuvre des recommandations de la session précédente, les administrateurs de l'hôpital régional de Tombouctou se réjouissent des bilans de réalisation effectués malgré un contexte marqué par la rareté de financement. Malik Guindo, conseiller au gouvernorat de Tombouctou, représentant du président du conseil d'administration. L'hôpital de Tombouctou, grâce à l'accompagnement de l'État et de ses partenaires, exécute assez bien ses tâches quotidiennes de soins aux malades et aspire à une performance. À cet effet, la présente session doit œuvrer à accompagner l'élan d'amélioration continue de la marche de l'hôpital déjà engagé par les responsables de la structure. L'hôpital régional de Tombouctou est une deuxième référence qui accueille à la fois les populations de Tombouctou et de Taoudeni, d'où la nécessité de rehausser son plateau technique, augmenter le personnel et poursuivre la formation continue des agents. Toute chose qui explique le budget prévisionnel adopté pour l'exercice 2023. Dr Djibril Kassogué, directeur de l'hôpital régional de Tombouctou. Nous avons eu une programmation qui va à 1 milliard et légèrement moins que 5 millions, qui sera consacrée au paiement de salaires et primes du personnel et également au fonctionnement courant de l'hôpital, mais aussi à l'investissement.
Certes, l'État reste le plus grand contributeur, mais ce qui est réjouissant, c'est que cette année, nous avons connu une progression de la part des ressources propres. L'année dernière, nous étions à 36%, mais en 2023, nous arrivons à 40% pour la part des ressources propres. Le projet de modernisation de l'hôpital financé par le Koweït s'est également invité dans les échanges. Dr Djibril Kassogué, directeur de l'hôpital régional de Tombouctou. Nous attendons de façon imminente le début des travaux de la modernisation de l'hôpital qui va nous permettre d'avoir un plateau technique assez relevé afin que nous puissions faire mieux. Les membres du conseil ont félicité le personnel de l'hôpital pour les résultats engrangés et l'ont encouragé à faire plus dans l'exercice prochain. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Alou Koulibaly pour l'ORTM. C'est générique qui annonce donc la page sport. Pour l'animer, nous recevons Famour Djouté. Famour, bonjour. Bonjour, Bourama Traoré. Basketball sur le plan national, la saison 2023 a démarré hier vendredi. Oh oui, la saison 2023 du championnat national de basketball de première division a commencé ce vendredi 3 mars. Le comité exécutif de la fédération compte récupérer son retard par rapport au début de la saison. Les 7 journées de la phase aller se jouent du 3 mars au 29 avril 2023. Écoutons le secrétaire général de la fédération malienne de basketball, Diassissé, est au micro de Assa Soumari. Nous sommes prêts pour le démarrage du championnat. On a pris les dispositions nécessaires pour que ça marche. Cette année, on a pu réunir tout ce que nous devons pour les clubs. Le retard est obligatoire cette année, mais on va faire le maximum pour rattraper. Au Mali, ici, le sport qui fait plus de plaisir, c'est le basket. Dans ce cas, ensemble, on va appeler tout le monde à se donner les mains pour qu'on puisse réussir dans notre championnat. Après la réception de la salle du 26 mars, on va essayer de délocaliser des matchs souvent entre les deux terrains. On attend d'abord l'accord de la DNCF. Si on a la confirmation que la salle est prête, on va délocaliser des matchs souvent. On va essayer d'appeler les centres, les districts pour que les enfants puissent venir supporter les équipes gratuitement. La première journée qui a démarré hier s'achève aujourd'hui avec 4 rencontres. Atar Club de Kidal Djoloubasé, USFAS Sigidekaï pour les messieurs et Calaban Sport Club Djoloubasé et USFAS Centre Salamatou Megadekaï pour les dames. Hier chez les dames, l'AS Rala a été battue 85-56 par le stade malien de Bamako. L'AS Police a eu beaucoup de mal à se débarrasser de l'AS Commune 6, score 79-75. Du côté des messieurs, les policiers ont gagné de justesse 67-66 contre l'AS Mandé. Et le match AS Rala Stade malien de Bamako, qui était initialement prévu ce vendredi, est reporté au 8 mars en raison de la préparation du stade malien de Bamako pour le Basketball African League BAL. Et football, la phase fédérale de la Coupe du Mali commence ce samedi. Oui, les rencontres des 16e de finale vont se jouer hors de Bamako, une première dans la compétition. 7 matchs sont au programme aujourd'hui. Les affiches phares sont US Bougouni, Union Sportive de Kita, 2 clubs de Ligue 1 et Étoile du Mandé, 11 cratères de Niarela. L'Étoile du Mandé est l'une des meilleures académies de football du Mali en ce moment. Alors, les pensionnaires de Niarela doivent s'attendre à un match compliqué. Le stade malien de Bamako sera à Kaye pour défier Simba FC de la localité. Mercredi 8 mars, le Djoloubasé se rendra aussi dans la cité des Rails pour affronter l'académie de Kaye. Alors, je profite de l'occasion pour vous annoncer que les Rouges de Bamako ont un nouvel entraîneur. Il s'agit du Belge Ivan Jackie Minart. Sur le continent, la Gambie et la Tunisie rejoignent le Sénégal et le Nigeria en demi-finale de la CAN de moins de 20 ans, Égypte 2023. Oui, les 4 demi-finalistes seront les représentants du continent à la 23e Coupe du Monde qui concerne les joueurs de moins de 20 ans en Indonésie du 20 mai au 11 juin 2023. Mais avant le mondial en Indonésie, les 4 sélections sont en course pour le titre de champion d'Afrique. Les demi-finales se jouent lundi. Le Sénégal sera face à la Tunisie et le Nigeria en découdra avec la Gambie pour un duel anglophone. En quart de finale, la Gambie a étiré le Soudan du Sud par 5-0. La Tunisie a souffert avant de s'imposer 5-4 au tir au but devant le Congo. Auparavant jeudi, le Sénégal et le Nigeria se sont imposés par le même score d'1-0 face respectivement au Bénin et à l'Ouganda. Ligue des champions de la CAF, le Wydad de Casablanca a pris le meilleur sur l'AS Vita Club de la RDC par 1-0, c'était hier. Oui, victoire importante du Wydad en match en retard de la première journée de la Ligue des champions de la CAF. Les Marocains tenants du titre s'offrent ainsi une bouffée d'oxygène dans le groupe A avec 2 succès et une défaite, soit 6 points. Ils prennent la tête du groupe.
leur adversaire du jour. Les Congolais de l'AS Vita Club sont lanterne rouge avec 3 points au compteur. L'autre match en retard de la première journée se joue aujourd'hui à 16h entre Al-Ahly d'Égypte et Coton Sport de Garoua du Cameroun. C'est dans le groupe B. Cette page sport met donc un terme à cette édition qui vous a été présentée par Bourama Traoré sur une mise en ordre d'Alimata Ouattara. Dossi Baba Diarra m'a aidé pour la réalisation. La mise en ligne est assurée par Ségou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30 pour vous retrouverez Isaac Tienou. Mais tout à l'heure, Mohamed Sangaré sera là pour vous présenter le journal interrégional, le résumé de l'actualité sport et l'actualité dans nos régions. Passez d'excellents moments à l'écoute de la radio nationale.